Jeudi 10 juin 2021, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. La 14e cohorte des candidats du programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi PSIE a été évaluée ce jeudi 10 juin 2021 à Cotonou. Plus de 300 jeunes candidats à l'emploi soumis aux différentes épreuves. C'était en présence du ministre Modeste Kérékou. Session bilan ce jeudi du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. Le but est de faire le bilan des grandes réalisations au titre de la période 2016-2021. Et puis, le prix des denrées de première nécessité ont connu une hausse depuis quelques semaines. Vous suivrez dans cette édition le constat fait par une équipe de la rédaction suite à sa descente au marché d'Antokpa de Cotonou. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. L'évaluation de la 14e cohorte des candidats du programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi PSIE s'est déroulée ce jeudi 10 juin à Cotonou. Plus de 300 jeunes candidats à l'emploi ont été évalués. C'était en présence de Modeste Kérékou, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi et des représentants des entreprises. Diane Christelle Oniodje. Ils sont plus de 300 jeunes béninois de la 14e cohorte des candidats à l'emploi à prendre part à la phase d'évaluation du programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi PSIE. Ces demandeurs d'emploi sont passés devant une vingtaine de jurys d'experts accompagnés des représentants des entreprises qui ont jaugé leurs compétences intellectuelles et techniques. Satisfait du bon déroulement de cette phase d'évaluation des candidats, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a rassuré les candidats de la transparence de ce programme initié par le gouvernement. Les chefs d'entreprise ont la possibilité de suivre directement le déroulement des interviews, d'apprécier par eux-mêmes le niveau de compétences techniques, le niveau de motivation, le niveau d'engagement des postulants et d'avoir déjà une idée donc du collaborateur, de la collaboratrice qu'ils s'apprêtent à recevoir dans leur entreprise au fin d'intégrer leur équipe pour poursuivre le développement, l'essor de leur entreprise. Le coordonnateur du PSIE se réjouit du bon retour que font les entreprises après avoir expérimenté ces candidats sélectionnés. Nous avons déjà reçu 8 candidats à la date d'aujourd'hui. C'est des candidats dont nous sommes satisfaits actuellement. Aux jeunes qui sont insérés, les retours sont bons pour la simple raison que plus de la moitié des nouvelles demandes d'emploi, sont les entreprises qui avaient déjà pris des jeunes au préalable. Donc vous avez des entreprises qui avaient déjà pris des jeunes, une dizaine, il y en a qui ont pris jusqu'à une trentaine. Mais si ces entreprises n'étaient pas satisfaites, elles n'allaient pas revenir vers le programme pour recruter de nouveaux agents. Donc pour nous, c'est toute une entière satisfaction que les entreprises qui acceptent ce partenariat, que l'État leur a proposé à leur profit, que ça soit quand même toujours de bonne facture. Profitant de l'occasion, le ministre Modeste Kérékou et le coach en développement personnel et professionnel ont invité les jeunes à s'essayer au programme spécial d'insertion dans l'emploi. Les mécanismes sont mis en place. Je veux inviter tous les jeunes à candidater. Sur la plateforme, ils ont toutes les informations, les profils recherchés. Je veux dire également aux entreprises, à celles qui nous ont déjà fait confiance, qui ont déjà recruté des jeunes, d'en demander davantage si elles en ont besoin. Les entreprises ne sont pas limitées. Celles qui hésitent encore, je veux leur dire que c'est un important appui que le gouvernement leur apporte pour faciliter l'essor, la croissance, le développement de leurs entreprises. Nous avons des candidats qui ont tout à fait le profil et les compétences pour les postes recherchés. Ce qui manque quelquefois aux candidats, c'est cette préparation, c'est savoir se préparer à un entretien. Beaucoup d'innovations ont été apportées à ce programme et le gouvernement espère avoir plus de candidats. Plusieurs décisions ont été prises en Conseil des ministres ce mercredi 9 juin 2021. Il s'agit notamment des nouvelles mesures liées à la restructuration de la SONACOP. Suivez le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rongbeji pour plus de précisions.
les nouvelles mesures liées à la restructuration de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers. Sur la base du rapport du Comité de coordination et de suivi de la restructuration de la Sonacop SA, le Conseil, après analyse des offres reçues, a fait l'option de céder les stations de la société aux deux sociétés ayant fait les propositions les plus intéressantes. Il s'agit, pour le lot A, constitué de 63 stations, de la société Oryx Bénin et pour le lot B, constitué de 65 stations du groupement Bénin Énergie. Sont exclus de cette cession, dans les cas de figure concernés, le foncier qui fera plutôt l'objet d'un bail, de même que la station Ornano, située au carrefour dit des Trois Banques à Cotonou. Le désengagement de la Sonacop, de la gestion opérationnelle étant acté, le Conseil a décidé du transfert de l'ensemble de ses biens autres que les stations-service à l'État. En vue de leur affectation efficiente, le Conseil a marqué son accord pour que le port autonome de Cotonou, qui abrite sur ces domaines les dépôts les plus importants de la société, en assure la gestion via une filiale à créer pour les besoins de la cause. Il s'agit des dépôts d'Apapa, du port, de Boricon, de Parakou et de Natitengu. De même, s'agissant de l'hydrant construit sur le domaine de l'aéroport de Cotonou, il sera transféré dans le patrimoine de la Société des aéroports du Bénin. Quant aux autres actifs immobiliers de la Sonacop SA, constitués de constructions diverses et de terrains nus, ils seront vendus aux enchères, à l'exception de ceux que l'État réserve à d'autres affectations. C'est le cas du siège de la société qui pourrait être cédé à la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. C'est aussi le cas pour le résiduel des autres actifs immobiliers non cédés qui sera transféré à la Société des patrimoines immobiliers de l'État SOPI. En outre, le Conseil s'est prononcé sur les dettes de la Sonacop SA évaluées à environ 21 milliards de francs CFA au 31 décembre 2019. Ainsi, il sera procédé prioritairement au paiement des dettes envers les gérants des stations-service et certains fournisseurs. Il en sera de même envers les banques, la Caisse nationale de sécurité sociale et le Trésor public, le tout pour un montant de 2 milliards 639 376 676 francs CFA. Parlant toujours du Conseil des ministres, plusieurs nominations ont été prononcées. Au poste de secrétaire général adjoint de la présidence de la République, M. Nounayon Aristide Djidjoro à la Cour des comptes, sur proposition du ministre de la Justice et de la Législation, greffier en chef, M. Akouagnon Clément Dassi. Au ministère de la Défense nationale, chef d'état-major de la Garde nationale, colonel Issa Abou. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a tenu ce jeudi 10 juin 2021 un point de presse. Oumara Karimou Assouma est revenu sur la décision prise en Conseil des ministres sur l'amélioration des délais de paiement des créances vis-à-vis de l'administration publique des micro, petites et moyennes entreprises. On suit la quintessence de ces propos au micro de Stanislas Atadéon et de Sylvain Aïdoto. Depuis l'année 2016, le gouvernement a instruit les acteurs de la chaîne des dépenses publiques à payer les créances vis-à-vis du secteur privé dans un délai de 90 jours. Par la suite, la loi 2020-03 du 20 mars 2020 est intervenue pour réduire ce délai initialement prévu à 60 jours pour les micro, petites et moyennes entreprises. Mais au cours du Conseil des ministres d'hier, le gouvernement a décidé de faire mieux parce que sensible à la promotion du secteur privé et à l'amélioration des conditions d'activité des micro, petites et moyennes entreprises. Cette réduction du délai de 30 jours couvre deux aspects en fait. Le délai initialement prévu par la loi que je viens de citer fixait 60 jours à compter de la date d'ordonnancement de la dépense. Ça veut dire que l'entrepreneur peut faire sa prestation ou bien fournir les biens et services, déposer sa facture, mais le délai commençait à courir à partir de la date d'ordonnancement, c'est-à-dire la date de transmission du dossier de paiement au Trésor public. Donc l'amélioration majeure de la décision du Conseil des ministres
d'hier, c'est que le délai de 30 jours commence par courir à partir de la date de liquidation, c'est-à-dire quand l'entrepreneur dépose sa facture au niveau des services bénéficiaires de la prestation ou du bien et service. C'est une action hautement sociale parce que vous savez très bien que les micro, petites et moyennes entreprises constituent la plus grande partie des entreprises au niveau de notre pays. Les diligences qui seront faites sous les instructions du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, c'est que cette plateforme sera désormais étendue à tous les ministères sectoriels pour que dès le dépôt de la facture, dès la constatation du service fait, que l'entrepreneur commence par suivre son dossier de paiement et l'amélioration sera de sorte que l'entrepreneur puisse recevoir des alertes pour savoir si le dossier a un quelconque problème et savoir où agir pour faire évoluer son dossier. Les implications de la mesure pour la direction, c'est que chaque acteur doit désormais prendre conscience qu'il est suivi. Il est suivi aussi bien par sa hiérarchie, mais il est suivi aussi par les partenaires que sont les PME. Et il a l'obligation d'exécuter avec diligence les tâches auxquelles ils sont invités. L'implication pour les PME, c'est que les PME auront plus de trésorerie. Lorsqu'ils font une prestation à l'administration, avant, l'inquiétude était de savoir quand est-ce qu'on sera payé, quand est-ce qu'on va rentrer en possession de notre fonds pour relancer d'autres activités. Ils seront payés plus rapidement et ils pourront mieux tourner leur activité. Rencontre entre la ministre du numérique et de la digitalisation et le gestionnaire mandataire avec les opérateurs GSM ce mardi à Cotonou. Objectif, échanger autour des points saillants du projet d'authentification des abonnés des services de GSM. En marge de cette réunion donc, la ministre a visité le Centre national de personnalisation des titres d'identité géré par l'ANIP. Diane Christelle Oniudjer pour le point. Depuis 2019, un décret fait obligation aux opérateurs GSM d'authentifier convenablement leurs abonnés et l'opérationnalisation de cette décision incombe à l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, sous la responsabilité technique du ministère du numérique et de la digitalisation. C'est dans ce cadre que la ministre du dit ministère et le gestionnaire mandataire de l'ANIP ont tenu une séance d'échange autour du projet avec les opérateurs GSM. L'identité numérique constitue une pierre angulaire lorsqu'on veut s'assurer de rendre des services efficacement aux populations avec la sécurité qu'il faut. Il faut pouvoir dire avec précision que tel individu est bien cet individu qu'il prétend être. Et c'est tout l'intérêt ou tout l'enjeu d'avoir un tel centre de personnalisation ici au Bénin. Sous peu, la population sera informée que pour acheter une carte SIM, il faut présenter une pièce d'identification portant le numéro personnel d'identification de la personne. Ça peut être un certificat d'identification personnelle, CIP, que l'ANIP délivre. Et ça peut être également dans les prochains temps à venir, le certificat NPI-FID que la Banque mondiale voulait aider le Bénin à mettre à la disposition des gens gratuitement pour qu'ils puissent avoir la preuve de leur numéro personnel d'identification. Après la séance d'échange, la ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou a visité le Centre national de personnalisation des titres d'identité. Ce centre de personnalisation de la carte nationale d'identité biométrique en République du Bénin est un projet phare du gouvernement. Vous voyez, au niveau administratif pur, nous faisons une réception provisoire du système. Au niveau contrôle, la tutelle technique descend en même temps sur les lieux pour voir si tout est mis en place pour que finalement le Bénin puisse dire « j'ai mon centre national de personnalisation des titres d'identité ». Ça fait partie de la souveraineté de l'État. Un État souverain qui n'a pas son unité de personnalisation des titres sécurisés a quelque chose qui lui manque. Le Bénin a comblé ce déficit et peut désormais s'asseoir à la table de ceux qui ont des centres de personnalisation pour éditer par eux-mêmes leurs titres
d'identification des citoyens. Aurélie Adamsoulé Zoumarou a rappelé l'enjeu pour le Bénin de se doter de son propre centre de personnalisation afin d'affirmer sa souveraineté en matière d'impression des cartes de ses citoyens. J'en suis très satisfaite. J'ai pu voir que les installations des équipements ont été faites conformément à toutes les règles de l'art. Le dispositif est en place avec une capacité de production très satisfaisante, conforme à ce qui avait été prescrit et approuvé par le gouvernement. Donc c'est le lieu ici de dire que la dynamique est en marche. Il y a eu le RAVIP, il y a eu ensuite la promesse par le gouvernement que chaque Béninois aura droit à une identité et pas n'importe laquelle, une identité numérique. Et aujourd'hui, donc, c'est cette dynamique qui est concrétisée à travers la mise en place de ce centre de personnalisation dans notre pays. Désormais, le Bénin peut donc imprimer par lui-même les cartes de ses citoyens. Le gestionnaire mandataire a remercié le gouvernement et la ministre du numérique et de la digitalisation qui ont appuyé la mise en œuvre de ce projet. Ce journal se poursuit, mesdames, messieurs. Le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies en session bilan. Objectif, faire le point de réalisation et le niveau d'exécution du budget au titre de la période 2016-2021. Mathieu Bocco. Membre du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, l'hépatite, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, en session bilan pour présenter aux partenaires le point de réalisation et le niveau d'exécution du budget au titre de l'année 2020 du secrétariat exécutif du CNLS-TP et de ses structures de mise en œuvre. Le Conseil national de lutte contre les épidémies a été en avant-garde parce que les politiques sont déterminées par le Conseil. Ainsi, nous avons participé à l'élaboration des documents normatifs. Au-delà de ces documents normatifs, le secrétaire exécutif que je suis est le premier vice-président du Comité national de gestion de la crise de la COVID-19 au Bénin. Le CNLS-TP, suivant le décret numéro 2018-149 du 25 avril 2018, est l'organe suprême de veille d'orientation et de coordination en matière de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies au Bénin. Il a entre autres missions de définir les politiques et les grandes orientations stratégiques de la lutte contre ces différentes maladies. Pour la contribution directe financière, le projet REDICE, qui est un projet régional pour la résilience aux épidémies, on a pu, à travers ce projet, mobiliser des ressources pour non seulement la formation du personnel de santé, contribuer à la mise aux normes des laboratoires, à la construction des sites de prise en charge pour Covid-19. L'année 2020, effectivement, a été marquée par la pandémie de la Covid-19 et on doit bien le reconnaître, ça a quand même impacté l'action sur les autres maladies. Mais toujours est-il que nous avons néanmoins poursuivi de façon résolue les actions sur les autres maladies, notamment quand je prends le cas de l'hépatite, qui est aujourd'hui une question primordiale pour nous. Nous avons quand même pu démarrer la vaccination pour tous les nouveaux-nés et par rapport à l'hépatite. Donc c'est fondamental. Et pour le présent, quand même, il y a des actions qui ont été menées. On a balisé le terrain malgré la pandémie de la Covid-19 pour faire en sorte que nous puissions faire face à toutes ces maladies prioritaires qui, je le rappelle, pourraient, si on les met tous ensemble, pourraient avoir encore plus d'impact négatif que la Covid-19. En résumé, le point des épisodes épidémiques enregistrés en 2020 est satisfaisant, ce que confirme le ministre d'État chargé du plan et du développement. Sur tous les fronts, nous avons enregistré des progrès relativement importants dans la lutte contre le sida, contre le paludisme, contre les hépatites et plus récemment dans notre lutte contre la Covid-19. Tous les observateurs qui regardent comment nous avons lutté contre la Covid sont en admiration. Et je crois qu'il faut féliciter toutes les équipes, notamment celles du ministère de la Santé qui ont travaillé sur cela. Nous devons mettre tous nos moyens à disposition et je suis heureux de vous dire que nous travaillons en ce moment sur un programme
à moyen terme pour le prochain quinquennat qui va s'attaquer à des problèmes structurels au niveau de la santé. Le présent rapport relève de gros défis qui devront être adressés dans le cadre de l'exercice budgétaire 2021. Autre actualité dans cette édition d'information, hausse des prix des denrées de première nécessité depuis quelques semaines déjà. À cet effet, une équipe de la rédaction a effectué une descente au marché d'Antokpa de Cotonou pour en savoir davantage sur les nouveaux prix et les probables raisons qui sous-tendent cet état de choses. Stélia Padonou, Prudence Fargouté. Il faut débourser un peu plus qu'il n'en faut pour s'offrir les denrées de première nécessité depuis quelques jours au Bénin. Les prix d'achat du gari, du maïs, du haricot et bien d'autres denrées ont connu une augmentation vertigineuse. Le maïs est à 300 francs CFA la mesure. On achetait le sac à 120 000 francs CFA, mais aujourd'hui, le prix a été revu à 25 000 ou 30 000 francs CFA. Le sac de gari s'élève à 75 000 francs CFA. La mesure revient donc à 400 ou 500 francs CFA. Pour ce qui est du cassoulet, le sac est passé de 120 000 à 360 000 francs CFA. L'arachide est passé de 30 000 à 70 000 francs CFA. De 60 000 francs CFA, le sac de haricots blancs est allé à 120 000 francs CFA. Le mil à 50 000 et le soja de 25 000 est passé à 55 000 francs CFA le sac. La hausse des prix ne s'observe pas uniquement qu'au niveau des produits vivriers. L'huile d'arachide importée, voire l'huile de palme, se retrouve aussi dans le lot. Le bidon du lait passé de 18 000 à 26 000 ou 28 000. Les producteurs de l'huile rouge ont eux aussi haussé les prix. Ce qu'on achetait à 14 000 est aujourd'hui à 16 000 ou 16 500. À cause de cette flambée, nous ne vendons plus comme avant. 13 000, 16 000, 16 500. D'ailleurs, j'avais l'habitude d'acheter un bidon d'huile quand c'était à 15 000, 17 000. Puisque c'est à 28 000 francs, j'ai seulement pris 10 litres pour aller revendre à la maison. Pour les commerçants et revendeuses rapprochés au marché d'Antokpa de Cotonou, c'est la rareté des pluies qui a affecté les récoltes et donc les prix de vente. Toutefois, ils se remettent au gouvernement. Tout est devenu cher, ce n'est pas dû aux revendeurs. C'est à cause des pluies qui ne sont pas tombées telles qu'il se doit. On ne sait pas encore ce que l'année prochaine nous réserve. Il n'y a plus rien dans les champs. C'est le gari de Lomé que nous vendons. Il n'y en a plus au Bénin. Prions beaucoup pour qu'il pleuve assez cette année. Nous remercions le chef de l'État pour ses réalisations. Il est à la route. Qu'il œuvre pour le social. Les usagers des marchés se désolent de cette augmentation des produits. Pour l'heure, ils sont contraints de subir dans l'espoir que la situation soit décantée dans les tout prochains jours. Et puis parlons toujours de cette flambée des denrées alimentaires. Les autorités gouvernementales ont connaissance de la situation. Elles sont donc à pied d'œuvre pour pallier ce phénomène. Nous vous invitons à suivre les clarifications du porte-parole du gouvernement à ce sujet. Il faut d'abord faire observer, et vous êtes les témoins de cela, que pendant 5 ans pratiquement, je vais dire sur tout le quinquennat écoulé, les prix des produits que vous évoquez n'ont pas connu de variation majeure. En général, ils sont restés au niveau où ils étaient en 2016-2017 et n'ont pas connu de flambée. Il se fait cependant que l'année dernière, et cette année également, comme nous pouvons tous l'observer, les pluies se sont raréfiées. La pluviométrie a été en baisse dans la sous-région en général. Et quand on ajoute à cela certains facteurs exogènes, les rendements n'ont pas toujours été au rendez-vous dans la mesure des efforts que nous avons accomplis les années écoulées, qui nous ont valu d'être classés 2e producteur de vivriers de l'UEMOA tout de même. Aujourd'hui, la réalité est que, avec la situation née de la rareté des pluies, certains pays voisins ont entrepris de constituer des stocks de sécurité et ainsi, en dépit des conseils que le gouvernement, via les services techniques, a pu donner aux producteurs, certains d'entre eux se laissent appâter par le gain qui est proposé par les acheteurs étrangers qui viennent et qui ainsi s'approvisionnent chez nous, constituent
et sans doute des stocks de sécurité chez eux, mais cela crée une certaine tension sur notre marché et c'est ça qui explique la situation que vous avez observée au niveau des prix sur nos marchés. Là-dessus, le gouvernement n'est pas resté insensible. Le ministre de l'Agriculture et sa collègue de l'Industrie et du Commerce ont tout de suite alerté leurs services techniques qui sont à pied d'œuvre et qui ont commencé à sensibiliser les producteurs, mais au-delà de cette sensibilisation, pour que les produits restent prioritairement sur le marché national, d'autres mesures seront prises pour que les productions repartent à la hausse et que donc suffisamment de stocks soient disponibles pour satisfaire la consommation locale et éventuellement plus tard pour servir les besoins de l'exportation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après moi, retrouvez la suite des rubriques de votre émission Le Grand Soir avec Romia Doumi.